Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat où ont lieu en ce moment même les États généraux de la démocratie territoriale, alors que le gouvernement a annoncé sa volonté d'inscrire un nouvel acte de décentralisation. Eh bien, le Sénat organise cette grande consultation des élus locaux. Après les remous suscités ces 2 dernières années par la création du conseiller territorial qui fusionne conseiller régional et conseiller général, eh bien, l'heure est, semble-t-il, aujourd'hui à l'apaisement. Le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, veut jouer un rôle important dans ce nouvel acte de décentralisation et il organise donc aujourd'hui ces États généraux de la démocratie territoriale. Alors, 1 millier d'élus sont présents cet après-midi au Palais du Luxembourg pour participer à 4 ateliers différents que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne. Tous les présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, les 348 sénateurs bien sûr, mais aussi les maires, les présidents d'intercommunautés, ils sont tous présents ici au Sénat et on va tout de suite rejoindre Delphine Girard qui est dans les coulisses, dans les couloirs de ces États généraux pour un premier papier d'ambiance. Delphine. Oui, Perrine, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, l'ambiance est particulièrement studieuse. Les 4 ateliers ont débuté simultanément à l'heure, à 14h30. Il faut dire que les thèmes qui vont être débattus cet après-midi sont nombreux. Par exemple, salle des conférences, ici où je me trouve actuellement, eh bien, le thème, c'est approfondir la démocratie territoriale. Jean-Pierre Sieur l'a dit dans son allocution, il sera question du statut de l'élu, de la gouvernance des territoires, du mode de scrutin et d'un sujet particulièrement sensible ici au Sénat, le cumul des mandats. Alors, Jean-Pierre Bel assiste également au débat. Il est assis juste derrière moi. Il va écouter tous ces ateliers. On imagine qu'il va se rendre d'un atelier à un autre. Cet après-midi, il a déjà pris position dans le journal Le Monde expliquant qu'il attendait de ces États généraux une vraie place pour les territoires. Nous y reviendrons bien entendu, Perrine, pour faire état de tout ce qui se passe cet après-midi. Merci Delphine. Effectivement, on va se retrouver tout au long de cette émission. Donc vous avez parlé de cet atelier qui a lieu en ce moment en salle des conférences, la grande salle qui est à côté de l'hémicycle du Sénat autour de la démocratie territoriale. Pour citer les 3 autres ateliers qui ont également lieu cet après-midi, un se tient dans l'hémicycle du Sénat autour des relations de confiance à nouer entre l'État et les collectivités territoriales. Un autre atelier a lieu autour des moyens de l'action publique locale, la fiscalité locale, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est très important. Et puis enfin, un dernier atelier autour des questions propres aux délégations d'outre-mer. Alors pour nous accompagner en plateau dans la première partie de cette émission, le constitutionnaliste Didier Mauss. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui au terme des premiers actes de décentralisation? Est-ce qu'une nouvelle organisation s'impose? Écoutez, on est dans un processus évolutif. Vous savez qu'il y a eu l'acte 1 de la décentralisation en 1982, l'acte 2 en 2003, voilà, avec la révision constitutionnelle à l'initiative de Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Et aujourd'hui, on est à l'évidence, 10 ans après, à l'aube d'un acte 3 qui est une redéfinition du rôle des uns et des autres. Ça fait plusieurs années qu'on se demande qu'est-ce que doivent faire les communes, qu'est-ce que doivent faire les intercommunalités, qu'est-ce que doivent faire les conseils généraux, qu'est-ce que doivent faire les régions et qu'est-ce que doit faire l'État et puis qu'est-ce que doit faire l'Europe. Alors on a cet enchevêtrement un petit peu compliqué. On parle de millefeuille, qui honnêtement, malgré des efforts nombreux, ne s'est pas simplifié. Est-ce qu'on va arriver à le simplifier? Je n'en sais rien. On saura demain soir quelles sont un peu les conclusions, j'allais dire, des États généraux de la démocratie territoriale. Mais c'est un enjeu important pour, en réalité, 1, le fonctionnement de la démocratie, et 2, pour la vie des citoyens. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi, que ça soit la propreté dans les rues, que ça soit les écoles, que ça soit les hôpitaux, que ça soit les services de solidarité sociale, que ça soit le développement économique. Les collectivités territoriales, et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant, sont devenues de vrais partenaires de l'action politique, ce qui n'était pas le cas avant 1982. Mais alors justement, est-ce que le couple exécutif, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, sont de véritables décentralisateurs? Est-ce qu'ils ont cette volonté-là? Écoutez, je crois que ce sont eux des décentralisateurs parce qu'ils ont été des élus locaux. Bon, François Hollande a été maire de Brive, ou de Tulle, pardon. Il a été président du Conseil général de la Corrèze jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Jean-Marc Ayrault a été maire de Nantes et il a adoré sa fonction de maire de Nantes. Je pense que c'est un peu à contre-cœur que
malheureusement, il l'a laissé tomber pour devenir Premier ministre. Donc ce sont des élus de terrain, l'un et l'autre. Contrairement à Nicolas Sarkozy. Contrairement à Nicolas Sarkozy, qui ne connaissait la démocratie territoriale qu'à travers Neuilly et les Hauts-de-Seine, qui ne sont pas, j'allais dire, très représentatifs. C'est un prisme très parisien, on peut dire. Un prisme très parisien, c'est pas du tout ce qu'on appelle la démocratie des territoires, pour reprendre l'expression utilisée aujourd'hui. Donc nous avons un président de la République et un gouvernement qui sont des élus du terrain et qui aiment la décentralisation. Alors jusqu'où peuvent-ils aller? C'est une question difficile, car il y a notamment les contraintes budgétaires, et puis il y a d'énormes enjeux politiques. Et là, chacun voit midi à sa porte. Oui, notamment les prochaines échéances électorales. Il y a les municipales et surtout les sénatoriales en 2014. Alors, il y a des sénatoriales en 2014, il y a avant les élections municipales de 2014, et en réalité, quand on regarde ce qui s'est passé, ce sont les élections municipales de 2008 qui ont été la première étape du basculement de la France politique vers la gauche et d'une certaine manière la première marche de la victoire de François Hollande et donc la première étape de la défaite de Nicolas Sarkozy. Bon, je me souviens très bien au soir des élections sénatoriales de 2008 dans cette maison et peut-être même dans ce studio, on se disait pour la première fois dans 3 ans la gauche pourra devenir majoritaire au Sénat, ce qui a été le cas. Personne n'y pensait avant. Didier Mauss, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, demain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, eh bien tous ces élus qui sont présents aujourd'hui au Sénat vont se retrouver autour de François Hollande, le président de la République qui va venir conclure ces états généraux de la démocratie territoriale, et puis autour également de Jean-Marc Ayrault et d'une grande partie du gouvernement qui sera là. Donc conclusion, on verra le discours du président de la République. Est-ce que vous pensez que dès demain il va annoncer des choses très précises? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux ni dans les pensées du président. Je pense qu'il aurait intérêt demain à donner une vraie feuille de route pour les mois qui viennent, dans le prolongement de ce qui a été son grand discours sur la démocratie territoriale à Dijon pendant sa campagne électorale, et de dire voilà ce qu'est le programme pour les 6 mois ou l'année qui vient, notamment en termes d'institutions, en termes de contraintes financières et en termes de statut, avec cette question extraordinairement difficile dont on va beaucoup parler en séance et dans les couloirs, qui est le cumul des mandats. Le Sénat a privilégié la concertation sur cette réforme territoriale. Il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à tous les élus de France. Ils sont près de 20 000 à y avoir répondu. Il y a également eu des réunions, des débats organisés dans les départements. Alors je vous propose tout de suite de regarder un reportage de Paul Bouffard, justement dans 2 régions françaises, dans le département de la Drôme et puis en Alsace, pour voir un petit peu quelle était l'ambiance autour de ces débats, autour de la réforme territoriale. C'est une consultation nationale, tous les élus de France mobilisés. Dans les départements, les sénateurs organisent une centaine de rencontres avec les élus locaux. Objectif, faire émerger les idées du terrain. Comme ici dans la Drôme, avec le premier rendez-vous départemental organisé par le sénateur Didier Guillaume. Il faut redonner la parole enfin aux élus locaux qui ont été brimés pendant un certain nombre d'années. Et voilà, sans faire de critiques, sans faire de débats polémiques, il faut que les élus locaux aient leur mot à dire. Au total, 400 maires, adjoints, conseillers généraux répondent à l'appel. Dans la salle, les débats s'animent autour de 3 ateliers avec pour thème les relations État-collectivité, les moyens de l'action publique, le statut du mandat local. Aussi, on doit prendre en considération le statut des élus qui ont un profil... Car dans leur quotidien, les élus locaux se sentent souvent déconnectés de la démocratie nationale. Quand on est en région parisienne, les bassins de vie, c'est facile d'avoir un bassin de vie de 100 000, 200 000 habitants. Je veux dire, dans les cantons ou dans les trucs chez nous, les bassins de vie, c'est 5 000 habitants, voire moins. Et à partir de là, donc, le travail est beaucoup plus difficile. Strasbourg, chef-lieu d'Alsace et du Bas-Rhin. Autre rendez-vous pour la démocratie territoriale. Ici, comme 80% des élus de France, les Alsaciens sont dans l'attente d'un véritable statut de l'élu. Le mandat local doit être cadré. Devant la sénatrice Fabienne Keller, les élus locaux sont prêts à sceller un nouveau pacte de confiance État-collectivité. Écoutez, pour moi, des débats comme ce matin, c'est des choses comme ça qu'il faut faire de plus en plus. Là, chacun peut s'exprimer, c'est ça la démocratie pour ça, et c'est des débats pareils qui feront avancer les choses. Nous étions en atelier, donc peu nombreux, l'échange était direct. Ils m'ont aussi dit que échanger c'était bien, mais trouver des solutions c'était important aussi. Donc il y a une volonté qui se dégage de continuer ce travail ensemble et essayer de rapprocher les maires et les services de l'État.
Toutes ces rencontres étaient la première étape avant les États généraux d'aujourd'hui. La nouvelle loi sur la décentralisation est attendue en 2013. Didier Mauss, effectivement, un texte va être présenté au Conseil des ministres sans doute au mois de novembre et puis après il sera débattu au Sénat en premier comme le veut la Constitution. Ce sera pour fin janvier, peut-être début février. Mais pour revenir sur le succès remporté par ces débats dans les départements, est-ce que ça signifie qu'il y avait des vraies attentes chez les élus de cette concertation ? Je crois qu'il y a une vraie attente chez les élus locaux d'une prise de conscience, et en tout cas d'une prise de conscience de ce qu'ils font tous les jours pour améliorer leur vie de leurs concitoyens. Il faut savoir quand même... Il y a un manque de reconnaissance alors. Une reconnaissance et... Ils ont le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir été un peu maltraités par Nicolas Sarkozy pendant les 5 ans de son quinquennat. Alors maintenant, c'est ce que dit aussi le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Il dit que même les élus ont été traumatisés. Ils ont été bon, et je crois que c'est peut-être une des erreurs politiques de Nicolas Sarkozy. En tout cas, il a perdu une partie de son électorat à travers la perte des élus locaux modérés. Évidemment, pas ceux qui ont une carte, j'allais dire, très forte d'un côté ou de l'autre, mais cette masse importante, hésitante, notamment des maires de petites communes ou de communes moyennes qui n'arrivaient plus à trouver des points de repère. Et la succession des réformes, la mise en cause de leur caractère quelquefois dépensier, les a un peu énervés. Je crois que de ce point de vue-là, il faut faire confiance aux élus locaux. Moi, j'ai été conseiller municipal pendant 25 ans, donc je connais un petit peu ce milieu. Ce sont des gens d'extraordinaire bonne volonté. Où qu'on aille en France, en réalité, ils ont les mêmes problèmes. Dans les zones rurales, comment faire pour que ces zones ne deviennent pas des déserts? Dans les zones urbaines, comment faire pour que, notamment, les agglomérations périurbaines retrouvent une vraie qualité de vie? On le voit très bien ces jours-ci. Et là, ce sont des vrais enjeux pour les élus locaux qui sont d'abord et avant tout des femmes et des hommes de bonne volonté. Et donc ils ont été marqués par des réformes qui sont arrivées de façon brutale, sans concertation. Je pense à la suppression de la taxe professionnelle, je pense aussi à la création du conseiller territorial. Il y a eu des réformes un peu trop rapides, qui se sont succédées à un rythme effréné. Et puis je crois que les élus locaux ont de plus en plus de mal à supporter ce qu'est la contrainte technique. Bon, je voyais l'autre jour un président de conseil général, Jean-Michel Baillet pour ne pas le citer, qui me disait que dans son département, la demande numéro 1, c'est arrêtons de multiplier les normes techniques. Quand par exemple, on construit un stade ou une piscine, bon, il faut grosso modo 3 ans entre la décision et l'inauguration. Eh bien, les normes ont changé. Et au moment de l'inauguration, la piscine n'est plus aux normes. Ça leur paraît totalement aberrant. Peut-être que pour réduire ces délais, il faudrait peut-être supprimer aussi certaines strates de décision, donc certaines strates administratives. Alors, dans ce fameux millefeuille dont on parlait tout à l'heure. Le millefeuille, il a plutôt grossi, j'allais dire, au cours des ans, puisqu'on a des communes, on a des intercommunalités qui, il y a 15 ans, n'existaient quasiment pas dans la réalité. Par la loi Chevènement. Et qui maintenant sont véritablement la vie quotidienne des gens. Il y a les départements qui sont devenus de vrais échelons, notamment en termes scolaires, routiers et de solidarité sociale. Il y a les régions qui ont un rôle de développement économique, relations du travail, formation professionnelle, université, et c'est le dernier échelon qui a été créé, et c'est celui dont on ne peut plus se passer. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu remettre tout ça dans le bon ordre? Je dois dire que c'est plus facile d'énoncer le problème que de trouver la solution. Oui, et comment faire aussi pour que le citoyen s'y retrouve parce que les Français ont toujours du mal à savoir qui décide quoi, dans quel domaine. Ça reste très complexe. Ça reste très complexe. Les citoyens connaissent les maires. Que l'on soit dans le plus petit village ou dans la plus grande ville, le maire est incontestablement l'élu le plus connu. D'où la difficulté, est-ce qu'on peut supprimer des communes, en réalité? Et on s'adresse au maire, même si la responsabilité est de l'intercommunalité, voire du département. C'est la démocratie de véritable proximité. Les présidents de conseils généraux sont un peu connus, mais moins des citoyens. Quant aux présidents de conseils régionaux, il faut voir les choses comme elles sont. Ils sont connus sur le plan politique. Je ne suis pas sûr que leur taux de notoriété dans la région soit de 100%. Et c'est pourtant la région qui domine un peu aujourd'hui les collectivités territoriales. Alors, elle domine les collectivités dans un certain nombre de choses. Par exemple, quand vous regardez le réseau des transports express régionaux, les TER, les trains, eh bien, on a transféré aux régions la responsabilité des TER. Incontestablement, depuis 10 ans, il y a eu une fantastique amélioration du matériel, des conditions de voyage, des horaires, c'est-à-dire du service rendu au public. Est-ce qu'on sait que c'est la région? J'en suis pas sûr.
Peut-être parce que les trains sont identifiés avec le nom de la région, alors peut-être que ça finit par rentrer dans l'esprit des gens. Didier Mausse, je vous propose tout de suite de suivre une des 4 tables rondes organisées cet après-midi au Sénat, donc autour de cette démocratie territoriale. On va se rendre dans l'hémicycle du Sénat, occupé exceptionnellement cet après-midi à la fois par des élus, certains sénateurs aussi, des présidents de conseils généraux ou régionaux. Une table ronde, un atelier autour des relations de confiance justement entre l'État et les collectivités territoriales. On se rend tout de suite dans l'hémicycle pour suivre ces débats. Exister dans l'intérêt de l'homme et de son épanouissement. Nous sommes pour le partage de l'espace et nous les ruraux, nous sommes entièrement d'accord pour que cet espace soit accessible à tous. Mais le départ des services de l'État peut nous mettre dans certains cas en difficulté. Il faut rapidement remettre en place ce qui est nécessaire pour établir l'équilibre. Pris par le temps, je ne pourrai pas développer ce que j'appelle, qui sont à mes yeux des échelons de service et non pas des échelons institutionnels comme les communautés de communes qui doivent faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire individuellement, mais en aucun cas se substituer aux communes. Les communes ont une vie propre, celle de la proximité, celle de l'égalité, celle de la fraternité, elles le vivent au quotidien. Cette notion de projet, nous pouvons la partager au niveau du pays. Et enfin, si on regarde l'échelon entre l'État et le citoyen, ne coupons pas ces niveaux à des moments cruciaux où, pour se comprendre, il faut être proche l'un de l'autre. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez abordé le sujet de la présence de l'État dans les territoires. C'est aussi, évidemment, un aspect très, très important des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Monsieur Pozzoli. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Bernard Pozzoli, maire de Prémilla dans l'Allier, 2400 habitants. Donc je vais vous dire quelques mots suite à la réunion de territoire qui a eu lieu vendredi. Et puis pour la plaisanterie, je vais dire que je parle sous contrôle puisque les 2 animateurs de cette réunion étaient Gérard Deriot, le sénateur de l'Allier, et Jean-Paul Dufresne, le président du Conseil général, qui sont là. Donc je voudrais d'abord dire en quelques mots que nous sommes très satisfaits d'être associés et de ces états généraux de la démocratie qui ont permis sur les territoires, mais aussi aujourd'hui et demain, aux élus de se faire entendre. Que le ministère ait travaillé, j'en suis fort aise, et je sais qu'il y a plusieurs scénarios ou scénarii, et ces scénarios feront l'objet d'arbitrage une fois qu'on aura débattu, et je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. Sur ce qui a été dit dans ces ateliers, notamment la semaine dernière, je vais m'en tenir aux compétences de l'État. C'est vrai que ce qui a été dit d'abord, c'est qu'il faut donner aux élus de la visibilité et surtout baser les relations entre l'État et les élus sur la confiance et la responsabilisation des élus. Effectivement, le rôle de l'État doit être plus un rôle de conseil qu'un rôle de contrôle tatillon. Il a été dit aussi que l'État ne devait pas se mêler de tout et que de toute façon il ne le pouvait plus. Effectivement, suite à la révision générale des politiques publiques, la plupart des services sont affaiblis dans nos territoires. Sur le rôle de l'État et la place de l'État sur le territoire, ce qui a été dit par les élus, ce n'était pas une remise en cause obligatoirement, par exemple, des sous-préfets et des services de l'État, mais c'est de dire que les services de l'État dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux, ils doivent avoir des moyens, et notamment des moyens de décider, et que tout ne doit pas remonter au préfet du département ou au préfet de région avant qu'une décision puisse être prise. Il a été dit également dans ce groupe de travail que l'État devait se recentrer sur ses missions, ça a été dit déjà tout à l'heure, ses missions régaliennes que sont la sécurité, la justice, l'éducation, mais aussi la santé, et qu'il doit donc laisser aux élus une certaine latitude et les laisser en responsabilité. Et ils doivent être respectés, ces élus, et avoir une vision claire sur leur mission et sur leurs compétences. Et sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur le fait de créer un haut conseil des collectivités territoriales, mais aussi des structures permanentes sur les territoires, j'en suis particulièrement, personnellement, très satisfait, enfin très heureux que ça se mette en œuvre si ça se met en œuvre, parce que je crois que c'est indispensable que cette concertation qui s'est mise en route depuis 3 mois ne soit pas simplement une étape pour mettre en place une loi, mais que ce soit pérennisé dans la durée pour qu'on puisse continuer d'échanger. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vais donner la parole à Jean-Marc Gabouty et ensuite à Denis Merville.
Jean-Marc Gabouty. Jean-Marc Gabouty, conseiller général de la Haute-Vienne, maire de Couzex, commune de 9000 habitants à proximité de Limoges. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues élus, il est vrai que la confiance entre l'État et les collectivités locales s'est sensiblement dégradée au cours de ces dernières années pour plusieurs raisons, certaines d'ordre budgétaire avec notamment les compensations financières par rapport à un certain nombre de prestations et d'autres qui proviennent des méthodes utilisées pour conduire certaines réformes. Et c'est cet exemple que je prendrai. La loi de décembre 2010 sur la réforme de l'intercommunalité a donné des pouvoirs totalement exorbitants aux préfets et a mis en place un processus d'avis et de décision bien peu démocratique et peu respectueux de la liberté d'administration des collectivités locales. Cette loi a eu pour effet d'aviver les tensions entre les préfets, représentants de l'État, et un certain nombre de collectivités locales, voire même de monter les collectivités locales les unes contre les autres dans des conflits d'intérêts entre absorbés, absorbants, communes de départ, communes d'arrivée, etc. Il m'avait semblé que la volonté du Président de la République et du gouvernement était d'apporter un peu d'apaisement, de donner la priorité au dialogue, de ne pas privilégier comme méthode le passage en force. Aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative, car il faut savoir que les schémas départementaux de coopération intercommunale, dans un tiers des départements, les propositions préfectorales ont été rejetées et là où les schémas ont été adoptés, il demeure de très nombreux contentieux, qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, voire peut-être demain des centaines, compte tenu du nombre de partenaires, d'instances qui sont engagées devant les tribunaux administratifs. Alors, avant de passer à une nouvelle phase de décentralisation, lorsqu'on parle de rétablir la confiance entre l'État et les collectivités, ne serait-il pas temps de régler les problèmes pendants avec un moratoire, une reprise du dialogue, car on ne rétablira pas la confiance par l'intermédiaire d'avocats qui plaident devant les juridictions administratives. Merci, monsieur. Juste une petite précision à ce que vous venez de dire. Il y a tout de même eu la loi du 29 février 2012, qu'on appelle la loi Pélissard-Sueur, qui a un peu assoupli ce que vous regrettez. Voilà. Alors ensuite, Denis Merville. Et ensuite, je donnerai la parole à monsieur Linglin, qui se prépare. Voilà. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, donc Denis Merville, président de l'Association des maires de Seine-Maritime et maire de Senneville, donc une commune rurale auprès du Havre. Alors en Seine-Maritime, nous nous étions réunis en 2009 et nous avions pris des positions sur la réforme qui était présentée alors par le gouvernement. Nous avons fait des réunions également ces dernières semaines et fait voter, s'exprimer les maires sur un certain nombre de points. Des points qui sont traités ici, d'autres dans d'autres commissions, donc je ne vais pas pouvoir tout aborder. Je dirais d'abord que certains collègues, évidemment, se sont dit est-ce que tout cela va bien servir si les textes sont prêts? J'espère, et moi je ne fais pas de procès d'intention, que effectivement nous pourrons nous faire entendre, et notamment donc grâce au Sénat. Alors, en ce qui concerne les problèmes de premier point, les relations État-collectivités locales, je crois que tout le monde souhaite que nous soyons considérés comme de véritables partenaires, qu'on n'oppose pas en permanence l'État aux collectivités locales. Nous travaillons tous pour des administrés qui sont les mêmes et tous nous sommes au service de l'intérêt général. Ce qu'il faut, c'est un véritable pacte de confiance, que l'État ne décide pas et que nous seuls et ne considère pas comme des sous-traitants. Nous devons être des partenaires exigeants, des partenaires donc loyaux. Alors, ça veut dire notamment que l'État, lorsqu'il légifère, consulte les collectivités locales et au niveau notamment des instances nationales. Et il y avait la conférence des exécutifs. Le gouvernement actuel propose la conférence des territoires. Je crois que ce serait une bonne chose, permettant à l'État et aux collectivités locales d'aborder les grands sujets. Ce qui concerne plus particulièrement les textes, tout le monde regrette la multiplication des normes. L'État décide et fait payer les collectivités locales. Je crois que par les temps qui courent,
il faut absolument qu'il y ait un certain moratoire et surtout que l'on revalorise le rôle du comité des finances locales, de la commission d'évaluation des normes, de façon à ce qu'on ne fasse pas toujours payer donc les collectivités territoriales. Alors pour le reste, eh bien, ce que nos collègues souhaitent, je crois, c'est que le rôle de l'État sur le terrain soit renforcé, notamment que le préfet ou les sous-préfets soient les véritables coordinateurs. Souvent, on constate qu'il y a des politiques un peu contradictoires. L'arbitrage doit être rendu par le préfet qui doit faire prévaloir donc l'intérêt général. Et puis on y reviendra après. Tout le monde souhaite une clarification des compétences. L'État a transféré les compétences, mais intervient encore dans des domaines qui sont aujourd'hui normalement transférés aux collectivités locales. Je m'arrête là, puisque les 3 minutes sont écoulées. Merci. Merci beaucoup. Je m'étonnais que le mot norme n'ait pas été encore prononcé. Et je remercie Monsieur Merville d'avoir abordé le sujet. Alors, Monsieur Linglin et ensuite Sophie Joissains, sénatrice, prendra la parole. Donc, merci pour cet exercice de démocratie participative. Je suis Denis Linglin, maire de Cergy, commune de 2000 habitants de l'Ain, à la frontière franco-suisse, donc dans l'agglomération de Genève. Donc, puisqu'on en est aux relations avec l'État, je voulais faire, et qu'il faut être bref, je vais faire 4 propositions. La première, bon, étant le 10e speaker, bien entendu, on ne peut pas éviter quelques redites. Donc la première, c'est concernant les normes, la transcription des directives européennes ou les lois. La France est la championne de traduire les directives européennes avec des normes restrictives qui vont bien au-delà des directives européennes. Les normes sont appliquées souvent à l'échelle nationale sans expérimentation et donc on arrive aussi à des coûts exorbitants. Voilà, Didier Mauss, on écoutait à l'instant cet élu de l'Ain. Qui on entend finalement dans ces débats? C'est essentiellement des élus ruraux, j'ai l'impression, qui s'expriment cet après-midi. Écoutez, moi je ne sais pas comment ont été composées les tables rondes. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a 36 000 communes en France et que la grande majorité d'entre elles sont évidemment des communes rurales ou des petites communes moyennes, mais qui ne représentent que 20 à 25% de la population. Alors, les problèmes ne sont pas les mêmes dans l'espace rural et l'espace urbain et périurbain, mais il y a quand même des besoins et des demandes qui sont exactement les mêmes. Quand on entend un certain nombre de ces élus évoquer les normes, c'est-à-dire les comptes... Voilà, j'ai l'impression que c'est le problème actuel de tous ces élus locaux. Bon, c'est que lorsque vous voulez faire réaliser un équipement collectif, ce qui est l'objectif de quasiment tous les maires, et qu'on ne sait pas exactement quelles seront les normes applicables au moment où on va ouvrir l'équipement, ça devient absolument impossible. Et c'est impossible sur le plan technique, c'est impossible sur le plan financier, parce qu'il y a évidemment des surcoûts si les normes changent en cours de route. Il y a des milliers de normes. Il y a des milliers de normes et on n'arrive pas à les endiguer. Alors elles sont toujours prises au nom de bons principes, principes de sécurité, principes de santé, etc. Quelquefois des principes d'esthétique, mais en même temps, on ne fait plus du tout confiance aux uns et aux autres, et notamment aux élus. Moi, je vous cite simplement une histoire. Dans ma commune, on avait dans la cour de l'école communale, dans le jardin, il y avait des tremplins et qui descendaient sur l'herbe. Il y avait depuis toute éternité des pelouses pour recevoir les enfants. Et bien un jour, on nous a dit la pelouse est dangereuse, il faut mettre un revêtement d'une certaine qualité de souplesse. Honnêtement, matelassé, voilà, on s'est tous regardés. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire ça alors que depuis des générations, eh bien, on tombe dans l'herbe sans se faire mal. Ouais, et donc du coup, vous avez été obligé de raser vos pelouses. On a supprimé le jeu. Ouais. D'accord. Ah, carrément. Ah oui. Carrément. Oui. D'accord. C'était plus simple. Ouais. Donc des normes réglementaires qui viennent aussi, on l'a entendu dans l'hémicycle à l'instant, qui viennent aussi beaucoup des directives européennes. Alors, les directives européennes sur un certain nombre d'éléments, et notamment sur toutes les questions de sécurité. On a énormément renforcé, à juste titre, bon, les contraintes de sécurité, mais il y a un moment où, on ne peut plus réaliser ce qui est l'objectif numéro 1 des élus, c'est-à-dire en réalité faire des équipements qui servent sur le plan scolaire, sur le plan sportif ou sur le plan social et sur le plan culturel à leurs concitoyens. Les problèmes d'application de ces normes, c'est à la fois financier, administratif, personnel. Il y a une idée dans l'air, est-ce que l'on pourrait adapter les normes en fonction notamment de la taille des communes? Alors il y a eu déjà des tentatives, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable? Bon, je crois qu'il faut en redébattre, c'est relativement compliqué. Oui, parce que si vous êtes un handicapé, vous habitez dans une commune de moins de 3500 habitants, vous n'avez pas le droit d'avoir un équipement qui correspond à votre handicap, mais en même temps, ça semble difficilement applicable. La France a une particularisation
particularité en termes immobilières pour les collectivités, c'est qu'il y a énormément d'immeubles anciens qui sont utilisés pour des équipements collectifs et qui ne sont pas du tout adaptés aux normes d'aujourd'hui. Alors, Didier Mauss, on va repartir dans un des 4 ateliers de l'après-midi. On va aller vers celui des finances locales. C'est actuellement le président de la commission des finances du Sénat, Philippe Marini, qui préside cet atelier, qui s'exprime. On va l'écouter. Ce sont toujours des choix d'équilibre délicats et qu'il y a toujours des thèses qui s'affrontent de la part de celles et ceux qui voudraient la pureté d'un principe et d'un modèle, alors que la réalité empirique des choses vécues dans nos territoires nous conduit à nous en écarter. Un autre exemple, on dit, et c'est juste, que pour que nos concitoyens comprennent mieux, pour mieux justifier le lien démocratique, il faudrait simplifier l'édifice fiscal, étendre, comme le disait au début le représentant des entreprises, à un impôt par collectivité. Mais on dit aussi qu'une collectivité, pour mener sa politique avec le souci de la durée, a besoin d'une répartition des risques. Et on parlera donc d'un cocktail, d'un panel de ressources assises sur différentes variables, de telle sorte que ces ressources permettent à la collectivité d'assumer ses responsabilités dans la durée. Et la simplification d'un côté et le souci de la sécurité de l'autre sont antinomiques. La réforme de la taxe professionnelle a été dans le sens de la spécialisation des impôts, puisque je me permets de le rappeler, voyant notamment des présidents de conseils généraux, que la part départementale de la taxe d'habitation n'existe plus et que toute la taxe d'habitation est au niveau de la commune. De telle sorte que le contribuable, le citoyen contribuable, sait qu'en termes de taxe d'habitation, il a un seul interlocuteur, une seule responsabilité. On peut considérer, troisième contradiction, que notre édifice est trop complexe, qu'il y a trop de strates. Et on sera donc tenté de plaider pour une simplification, pour fusionner telle ou telle catégorie d'acteurs. Et puis, d'un autre côté, lorsqu'on mène un projet complexe, comme dans le domaine culturel, cher Président, lorsqu'on doit, par exemple, faire vivre un théâtre, il est tout à fait clair qu'il faut des financements croisés. On ne peut pas imaginer qu'un théâtre soit à la charge de la ville qui l'abrite et d'elle seule. Et on va trouver le département, on va trouver la région, on va trouver l'État, de telle sorte que l'on essaye de construire un modèle qui, avec les recettes propres, permette à cette institution culturelle de vivre et de se développer sur la durée. Je voudrais simplement, par ces quelques propos, vous sensibiliser sur la grande difficulté où nous nous trouvons, nous parlementaires et nous sénateurs, quand chaque année nous avons à traiter de ces sujets. L'an dernier, nous avons eu sur la péréquation des débats difficiles, au point que les uns considéraient qu'ils ne pouvaient se prononcer, qu'avec des simulations chiffrées, précises, désignant des collectivités avec avant et après. Et les autres défendaient un point de vue strictement contraire, disant mais pour être neutre, pour être objectif dans notre choix, nous ne devons pas avoir l'œil attiré par la communauté de communes que nous connaissons ou le département où nous vivons. Et donc, il faut faire le choix sans simulation. Et je m'empresse de dire que face à ces contradictions réelles, bien entendu, nous intervenons avec nos sensibilités, y compris nos sensibilités politiques, mais que le débat recoupe assez rarement, en matière de finances locales, les strictes questions de politique politicienne, ce qui d'ailleurs, me semble-t-il, est plutôt à l'honneur du Sénat. Mais je terminerai par un tout dernier point, en matière de fiscalité. Certes, on peut être intéressé par la répartition de produits fiscaux nationaux. Et
Vous savez que dans certains États, c'est la règle. Dans certains pays européens, vous savez que l'Allemagne vit avec une très forte décentralisation, et notamment des villes très puissantes, ayant beaucoup plus de puissance que les nôtres, ayant des budgets comparativement beaucoup plus larges, mais sans autonomie fiscale, c'est-à-dire avec la répartition de produits nationaux. Mais bien sûr, la répartition de produits nationaux, c'est la situation dans laquelle se trouvent nos régions depuis la réforme de la taxe professionnelle, avec l'absence de souplesse que cela représente. D'où l'intervention de notre collègue président de la région Bretagne, qui est pleinement justifiée compte tenu de la situation qu'il vit. Alors, je ne voudrais pas que le rappel de ces contradictions apparaisse comme un prétexte à l'inaction. Certes non, mais ceci pour vous demander votre indulgence vis-à-vis des gouvernements qui se succèdent et font face aux mêmes réalités, et puis surtout vis-à-vis des sénateurs. Parce que les sénateurs sont vraiment dans une situation excessivement délicate, parce qu'il leur faut tâcher d'expliquer sans être toujours en mesure de traiter de l'ensemble des sujets, du moins dans le sens que souhaiterait l'ensemble des intervenants que nous rencontrons. Bon, ceci ayant été dit, peut-être pour contribuer à cette introduction au débat, je crois que, sauf si des collègues de la tribune souhaitaient réagir à ce stade, sénateur Guéné sur le fonds national. Oui, Monsieur le Président, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, mais pour répondre plus directement à notre collègue de la Loire au sujet du FNGIR. Ce que je voudrais rappeler, c'est que, en fait, on appelle ça la suppression de la taxe professionnelle, même si l'expression n'est... Voilà, on quitte un instant cette salle où a lieu donc ce débat autour des finances locales pour retrouver Delphine Girard qui est dans la salle des conférences juste à côté de l'hémicycle du Sénat. Elle est aux côtés de Yves Crétinger qui est sénateur de la Haute-Saône mais qui est surtout président du comité de pilotage de ces États généraux de la démocratie territoriale. Oui, vous l'avez dit Perrine, Yves Crétinger, bonjour. Alors c'est vous qui avez piloté toute l'organisation de ces États généraux de la démocratie territoriale. Peut-être un mot, aujourd'hui c'est l'aboutissement, vous êtes satisfait qu'ils aient enfin lieu ces États généraux de la démocratie territoriale? Oui, je suis très heureux que nous soyons maintenant au fait et que la parole soit donnée aux élus comme nous le constatons dans les ateliers. On sent qu'il y a une vraie disons, volonté de s'exprimer, les doigts se lèvent, ils ont des messages à faire passer, c'est ce que nous ressentions. Le président Jean-Pierre Bel avait dit, je veux donner la parole aux élus pour qu'ils nous parlent, qu'ils s'expriment, qu'ils disent leurs attentes, qu'ils disent leurs craintes, qu'ils disent toutes leurs préoccupations, mais aussi leurs propositions. Et on voit qu'ils ont soif de parler. Et je veux saluer aussi ceux qui sont à la tribune, qui écoutent et qui notent. Nous sommes exactement dans l'état d'esprit et dans les dispositions telles que nous les avions souhaitées. Alors, on l'a vu dans cette première table ronde ici derrière nous sur le statut de l'élu local. Il y a beaucoup d'interventions, notamment sans langue de bois, sur la place des jeunes, des femmes. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous avez entendu? Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu aujourd'hui et de ce que j'ai lu dans les réponses aux questionnaires, et aussi ce que j'ai entendu dans les salles. Le questionnaire qui a été envoyé à tous les élus locaux et dont vous avez eu 20 000 réponses à peu près. Hein. Ce qui est important aujourd'hui pour les élus, c'est d'être reconnus. Ils ont envie d'être reconnus. Ils veulent être distingués comme des citoyens engagés, motivés par la chose publique, par l'intérêt général, et que la nation tout entière reconnaisse ce rôle qui est essentiel, qui est facteur de lien social et puis aussi de progrès. Et ça, c'est important. Ensuite, ils ont des problèmes qui sont les problèmes de leur vie, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas des professionnels de la politique. Ce sont des élus qui sont dans les communes, dans les bourgs, parfois, disons, conseillers généraux, conseillers régionaux. Et quand ils veulent, disons, en même temps conduire une vie professionnelle et une vie publique, c'est très difficile. Question des cotisations de retraite, question du temps par rapport à l'employeur, de disponibilité, mais aussi cotisation de retraite, mais aussi assurance sociale. Et tout ça, ils le disent pour le moment. Et ça, je crois que c'est très important que tout le monde l'entende parce qu'il y a trop de gens, de femmes, mais aussi d'hommes, qui renoncent à s'engager parce que ça leur pose trop de problèmes dans leur métier, dans la relation avec leur employeur. Et il faut que nous trouvions des réponses. Et je crois que c'est bien qu'ils viennent le dire ici au Sénat, que le Sénat... Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez leur garantir que toutes les doléances, tout ce qu'on entend aujourd'hui, eh bien, on va en tenir compte et que dans la future loi sur la décentralisation, leur parole aura été entendue?
Je ne peux pas, moi, dire ce qu'il y aura dans la loi, ça ne m'appartient pas. Je peux dire que je souhaite que nous apportions des réponses. Peut-être pas toutes les réponses, peut-être pas toutes les réponses le même jour, mais il y a des choses qui doivent être apportées. La reconnaissance, c'est possible. Le fait que quand quelqu'un croise un maire, il ait sur lui un signe distinctif qui dit que c'est le maire ou que c'est l'adjoint au maire, c'est important par rapport à nos concitoyens. Dire qu'aujourd'hui, un élu puisse cotiser peut-être pour des trimestres supplémentaires ou pour sa propre retraite s'il a une indemnité suffisante, c'est peut-être important. Il faut qu'on essaie de trouver des pistes de réponse. Nous sommes bien conscients que tout ne pourra pas être retenu, mais il y a des pas à faire dans leur direction parce qu'ils sont un élément essentiel du lien social dans notre pays qui s'inquiète et qui en même temps a besoin d'eux. Merci beaucoup Yves Crétinger d'avoir répondu en direct aux questions de Public Sénat. Voilà Perrine, c'était une première intervention d'Yves Crétinger. Je vous laisse reprendre sur les différents ateliers qui se déroulent aujourd'hui au Sénat. Oui, et on l'a bien entendu, Didier Mauss, il y a cette question du statut de l'élu local. C'est un vieux serpent de mer. Hein, c'est un vieux serpent de mer, mais parce qu'il y a une réalité. À partir d'un seuil qui arrive très vite, bon, je dirais, la fonction de maire, c'est quasiment un emploi à mi-temps. Et très vite aussi, on arrive à quelque chose qui est un vrai plein temps. Et c'est pas un plein temps à 35 heures. C'est quelquefois un plein temps à 60 heures, car c'est la journée, ce sont les réunions le soir, ce sont les réunions d'intercommunalité, etc. Et donc il y a toutes les répercussions sur la vie familiale, bon, et puis il y a les répercussions sur la vie personnelle. En fin de compte, est-ce qu'on peut avoir deux fonctions, un métier et une fonction locale, oui ou non? C'est de plus en plus difficile, sauf à avoir un cumul de fonctions électives. Et c'est une des questions qui est dans la limitation du cumul des mandats. Alors on peut certainement aller un peu plus loin. C'est une vraie revendication des maires, notamment des communes qui ont un peu plus de 2000 habitants. Pourquoi ça ne se fait pas, ce statut d'élu? Parce que on considère qu'être élu, c'est être au service de ses concitoyens, c'est presque encore un honneur, et donc il les indemnise. Ça ne doit pas être un vrai métier, en fait. C'est pas un vrai métier, mais en même temps, ça devient une occupation tellement prenante qu'on peut difficilement faire autre chose, et c'est une des raisons pour lesquelles, bon, effectivement, les gens, disons, en pleine activité, sauf s'ils sont politiques à plein temps, ont du mal à être élus local, et que l'on a un nombre important de gens qui sont de jeunes retraités. Oui, donc il va falloir forcément trancher. Est-ce que ça va se faire, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'occasion de la limitation du cumul des mandats? C'est le retour à l'emploi, c'est le problème des indemnités, c'est le problème effectivement des cotisations retraite ou des cotisations sociales. C'est pas neutre sur le plan financier. Alors justement, on va retourner dans les ateliers, et notamment l'atelier qui se trouve en salle des conférences. La salle des conférences au Sénat, c'est la grande salle qui est juste à côté de l'hémicycle du Sénat. En ce moment même, eh bien, les élus débattent de ce statut de l'élu local. Alors on va les écouter. Didier Mauss, je vous remercie d'être venu sur notre plateau cet après-midi. On va à l'atelier, on va suivre cet atelier. Les journées ont 24 heures, heureusement. Mais bon, c'est un sacerdoce, c'est une foi, je pense. Et puis on est là tous pour améliorer le quotidien de ses habitants et surtout amener des projets de territoire pour que ça puisse avancer, apporter une dynamique. Je pense que notre rôle, c'est aussi ça. Des privilégiés, sincèrement, je ne pense pas, mais je peux comprendre que la population le considère, parce que je pense aussi qu'il mélange le statut d'élu local de base, parce que je me sens un élu local de base, et par rapport à peut-être des élus locaux plus importants d'ordre national. Et je pense que là, il y a un amalgame. Et je me permets de dire, c'est pas du tout le même statut. Voilà. En tout cas, votre témoignage rejoint celui de madame qui s'exprimait tout à l'heure. Monsieur, en Boudran, on va vous apporter un micro, vous l'avez, monsieur. Oui, Gilles Lepouze, maire d'Allonne dans la... Allez-y. Gilles Lepouze, maire d'Allonne dans la Sarthe, dans la banlieue du Mans. Il était posé tout à l'heure la question, est-ce que être maire ou élu, enfin maire en particulier, c'est un métier? Pour moi, c'est pas un métier. C'est un engagement citoyen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la formation, maîtriser les dossiers, mais je pense, y compris par rapport à l'élargissement et au fait que la responsabilité de maire et d'élu, elle doit être ouverte à l'ensemble du peuple, me semble une question importante de ce point de vue-là.
La deuxième chose, par rapport au statut, ça me semble une question importante. Moi aussi, je suis fonctionnaire. Hein, non, parce que j'entends quelques-uns, quand ils entendent fonctionnaire, c'est un peu de hérisser le poil. Non, fonctionnaire, c'est quelque chose de très noble dans ce pays. Heureusement, il y a des fonctionnaires, y compris pour mettre en œuvre les politiques publiques. Permet l'égalité de traitement des citoyens dans notre pays. Je suis à 50% donc au travail le matin. Ça demande des efforts d'organisation, mais je pense, y compris, ça doit nous aider les uns les autres, nous conduire, je sais que beaucoup le font d'ailleurs, mais avoir un esprit de travail partagé par rapport à l'ensemble de l'équipe municipale, les services lorsqu'il y a des services, et la population. Parce que, bien sûr, dans une situation sociale dégradée, moi c'est une ville de banlieue, 60% des habitants de la ville sont exonérés totalement ou partiellement de la taxe d'habitation, donc il y a une forte pression sociale, et donc quand on, j'allais dire se promener, c'est pas le mot juste, mais qu'on circule dans la ville, on est souvent attrapé pour des problèmes d'emploi, de logement, etc. Mais oui, donc la période est difficile, ça demande de l'engagement, de la disponibilité, ramène au statut, mais notre situation quand même, de manière, je trouve, faut être lucide, elle est beaucoup moins compliquée que la situation d'un grand nombre de gens qui vivent dans nos territoires. Donc je pense aussi que par rapport aux difficultés, il faut aussi qu'on prenne ces différents aspects. Alors certainement que moi je parle pour une ville de plus de 10 000, donc je ne veux pas généraliser, mais je le dis comme je le ressens. Je le dis comme je le ressens dans ma collectivité. Voilà. Je pense qu'il y a donc, faut bien tenir l'ensemble des choses, quoi. Et alors sur la question, peut-être ça reviendra après, donc je me permets de revenir, mais approfondir la démocratie territoriale, ça pose vraiment la question, et je trouve que c'est un élément qui n'a pas été suffisamment pris dans la préparation, c'est la question de comment on facilite l'intervention des habitants. Je sais que les uns et les autres, on essaie de tester des choses, mais pour que les gens retrouvent de la confiance dans l'activité publique, la chose publique, parce que moi je suis dans une ville où, même au municipal, c'est 55% de participation. Pour moi, c'est une vraie question qui est posée. Si on parle de démocratie, on va y venir permettre dans aux habitants un de pouvoir instant, participer. monsieur. Je voudrais qu'on termine dans les minutes à suivre. Il y a énormément de prises de parole, je le sais, mais qu'on termine, s'il vous plaît. Qu'on termine, s'il vous plaît, sur cet aspect du statut de l'élu, éventuellement à mettre en parallèle avec le cumul des mandats qui est en débat aujourd'hui. Madame. Alors, sur le statut de l'élu, moi, je voudrais dire que, oui, je suis Colette Popard, je suis conseillère générale et adjointe au maire de Dijon. Donc, d'abord, sur le statut de l'élu, moi, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Quand on peut garder son travail et qu'on est fonctionnaire, par exemple, pourquoi pas, ou médecin, etc., pourquoi pas. En revanche, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé au conseil régional de Bourgogne, j'étais en CDI, j'ai été élue sur une liste conseillère régionale, incompatibilité, j'étais obligée de quitter mon travail. Et à partir de là, j'ai fait le choix. J'ai été conseillère régionale d'opposition. Et là, moi, j'ai des propositions concrètes à faire. Parce que depuis, je ne travaille plus, puisque je n'ai plus retrouvé de boulot. Vous imaginez bien, dans une ville de droite, quand vous êtes élu, pour ne pas dire à gauche, pour retrouver du travail après, je vous signale que c'est très difficile. Le contraire peut être vrai aussi, d'ailleurs. Hein. Non, mais tout à fait. Simplement, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ce que les élus qui ne peuvent pas donc trouver du travail, je pense notamment, vous connaissez beaucoup d'ouvriers qui sont élus aujourd'hui, aussi bien dans conseillers généraux, députés, moi j'en connais pas beaucoup, j'en connais pas du tout même. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il faut réfléchir, si on veut avoir l'ensemble de la société qui se présente, il faut réfléchir à la sécurité sociale, parce que moi j'ai dû cotiser, particulièrement sur mon indemnité de conseillère régionale. J'étais moins rémunérée que quand je travaillais au conseil régional. Il faut le savoir, ça. J'ai été obligée de cotiser pour la retraite et doublement pour la retraite. Parce que, si vous voulez, mon déroulement de carrière a été stoppé à un moment donné. Donc, moi, la proposition que je ferais, ce serait de réfléchir à ça. Il faut que l'élu qui ne peut pas ou qui n'a pas de travail, vous pouvez aussi avoir des élus au chômage, puisse avoir droit à la sécurité sociale, à la retraite et aussi quand vous êtes majoritaire et que vous perdez un mandat, avoir droit à toucher le chômage, comme c'est le cas pour quand vous perdez un CDI ou un CDD. Enfin, sur le mode de scrutin, sur le Conseil général, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on réfléchisse, parce que moi, je suis élue d'un canton où il y a 25 000 habitants, et j'ai des collègues qui sont élus avec 250 habitants, et je ne trouve pas normal que nos voix comptent la même chose. On va y venir tout de suite. Merci de votre témoignage et de vos propositions. Alors, je vous demanderai d'être le plus bref possible, parce que l'heure tourne vite. J'ai promis le micro à monsieur, et monsieur, vous l'aurez juste après. Allez-y, monsieur. Bonjour, Sébastien Goudbel, maire de Murol, président des maires ruraux du Puy-de-Dôme. J'ai la chance d'être un jeune élu, ça fait 11 ans que je suis élu, 4 ans que je suis maire. J'ai 42 ans et je m'aperçois aujourd'hui, en contact quotidien avec les amis qui ont mon âge,
Effectivement, on a un moment où dans 1 an et demi, on va parler d'élections. Souvent, je teste. Alors, je leur dis, tiens, ça serait bien, des gens intelligents, compétents. Et je vous avoue qu'honnêtement, le manque d'accès à la formation. J'ai la chance, moi, en journée, de travailler pour les mêmes collectivités locales, pour les maires avec qui je suis maire le soir. Et je vous promets que ce manque d'accès à la formation décourage beaucoup de jeunes actifs qui ont des grandes capacités, mais qui se sentent un peu démunis et complètement désemparés dans ce qu'il faut savoir actuellement pour être maire, conseiller municipal ou élu. C'est vrai que la chance dont j'ai pu bénéficier, c'est que je suis formé par mon travail, je suis un ex-DDE encore sur un territoire rural, il en reste quelques-uns, mais réellement, ça devient vraiment problématique. Donc derrière tout ça, c'est l'accès à la formation et aux compétences. Alors même si l'activité de maire est un choix et n'est pas un métier, actuellement elle est reconnue, on peut faire une licence professionnelle de validation des acquis et on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans, c'est surprenant, mais on peut avoir un diplôme d'un bac+3 quand on a fait cette activité de maire. Alors bien sûr, il faut remplir les conditions, mais on voit que derrière ça, on reconnaît un métier et une validation professionnelle. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour les jeunes actifs de se dire on peut se réorienter, mais passé un certain moment, un jeune élu, et là je ne parle pas d'âge, et souffre de ce manque de formation. Je pense à tous mes jeunes collègues maires depuis 4 ans et de quelques âges qu'ils aient. Voilà, merci à vous. Voilà un témoignage qui rejoint celui de votre collègue tout à l'heure. Monsieur, allez-y. Bonjour à tous, donc Julien Barbeau, je suis maire d'une commune rurale de 350 habitants sur le canton de Sancerre, dans le département du Cher. Et je suis également vice-président de communauté de communes. Donc mon propos tournera autour du statut de l'élu. Aujourd'hui, alors que la gestion de nos collectivités locales devient de plus en plus complexe et demande toujours plus de temps, il semble indispensable de repenser en profondeur le statut de l'élu en milieu rural. Il convient de remettre en cause la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle. En effet, les autorisations d'absence ainsi que les crédits d'heures accordés ne suffisent plus à exercer pleinement un mandat d'élu local. Si nous ne voulons pas avoir une crise de vocation, et plus particulièrement en milieu rural lors du prochain renouvellement des conseils municipaux, il devient urgent de donner aux maires les moyens d'exercer pleinement leurs fonctions. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Une dernière peut-être intervention sur ce point du statut de l'élu. Il faut qu'on avance dans notre débat, monsieur. On vous apporte un micro. Vous l'avez. Oui, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Jean-Paul Douai, maire d'une commune de 400 habitants, Montagny-Sainte-Félicité dans l'Oise, et vice-président du Conseil général de l'Oise. Moi, je suis élu depuis 1977 comme conseiller municipal et maire depuis 1989. J'ai toujours travaillé dans le privé et donc je n'ai jamais été fonctionnaire. Simplement, c'est qu'il y a eu une grande avancée avec les autorisations d'absence qui m'ont permis de pouvoir exercer mes 2 mandats. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment on sort d'une élection si jamais on est battu. Il n'y a pas de sécurisation. Je pense que c'est là le plus grand problème. Ensuite, en matière de formation, je pense que nous devrions réfléchir à installer obligatoirement dans les conseils municipaux des conseils de jeunes qui nous permettraient justement d'assurer la formation sur le terrain. J'ai vécu l'expérience, j'ai créé un conseil de jeunes en 1990 et dans mon dernier conseil municipal, j'ai des élus qui ont été conseillers de jeunes et croyez-moi, ils ont un autre comportement que ceux qui n'y ont pas été. Donc la parité, je la connais dans une commune de 400 habitants depuis 1989, puisque pratiquement, il nous faut 11 élus, donc c'est difficile d'être à parité égale, mais j'ai depuis 5 femmes, 6 hommes, donc je pense que cela est possible. Donc ensuite, je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop vouloir réglementer les choses ou cadrer les choses pour les maires ruraux. Je pense qu'on apprécie beaucoup notre indépendance et je pense qu'effectivement, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais je pense que ça, il ne faut pas nous l'enlever. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va, si vous le voulez bien, parce que l'heure tourne, passer à un autre sujet qui fait partie... Allez, une dernière intervention, monsieur. Et je vous demanderai d'être très bref. Voilà, vous l'entendez dans cet atelier, beaucoup de prises de parole spontanées de maires, essentiellement ruraux, autour du statut de l'élu et des difficultés d'exercice. Bruno Bottella nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef d'Acteurs Publics, donc spécialisé sur ces questions de démocratie territoriale. C'est assez rare, effectivement, d'entendre cette expression, on peut dire des petits maires ruraux de France. Oui, on les entend assez peu et ce sont des revendications qui sont très
différente de celle qu'on entend habituellement chez, je dirais, les grands élus. C'est intéressant d'entendre effectivement des maires de communes rurales qui posent là leurs problèmes par rapport à leur emploi passé, futur. Ça pose aussi la question, on l'a vu, de l'âge des élus. Et c'est presque un sacerdoce de s'engager aujourd'hui pour devenir un élu local. Quand on les doit élus locaux sont plutôt âgés, hein, c'est ça? Ils sont plutôt âgés, c'est ce que disait Didier Mauss avant moi, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de jeunes retraités parce qu'ils ont plus le temps. Ils sont parfois mieux connus aussi dans leur commune, c'est plus facile de se faire élire. Mais les jeunes élus, les jeunes maires ont des difficultés aujourd'hui effectivement à concilier, maires ou conseillers généraux d'ailleurs, ont parfois des difficultés à concilier leur activité professionnelle et la fonction d'élu. Notamment dans le privé, on l'a entendu dans ces témoignages. Donc oui, dans le privé, oui. Vous croyez, vous, qu'on va vraiment aller vers un statut de l'élu local? C'est une question tellement récurrente depuis de nombreuses années. Il faudra que ce soit, je dirais, le pendant de la réforme du cumul des mandats, le non-cumul des mandats. Il faudra sans doute, et je pense que le gouvernement y réfléchit, offrir aux élus un statut de l'élu, celui dont on parle effectivement depuis très longtemps, afin d'offrir une sécurité à ces élus, non pas forcément les parlementaires, mais les élus locaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux et les maires, et en particulier les maires des petites communes, les maires ruraux. Donc du coup, on ira vers une professionnalisation de cette politique locale? C'est un peu la dérive que souhaitent éviter beaucoup d'élus parce qu'ils veulent garder les deux pieds. Est-ce que c'est une vraie dérive? Certains le disent, ils ont envie de conserver une activité professionnelle. Le maire d'une commune rurale qui est agriculteur, qui est éleveur, il a envie de continuer son activité. C'est quand même sa vie, c'est sa passion. Il a une exploitation à faire tourner. Il ne peut pas se retirer complètement. Pareil pour un patron de PME. Pour un salarié ou un fonctionnaire territorial, par exemple, qui s'engage en politique, qui souhaite se mettre un petit peu en retrait, c'est peut-être plus simple. C'est là-dessus qu'il peut y avoir des aménagements sur le statut d'élu. La question qui se pose aujourd'hui, sont les indépendants, les petits patrons, les agriculteurs, les artisans qui souhaitent s'engager en politique localement. Cela, il faut leur offrir des garanties, une sécurité. Alors, acteurs publics, vous avez fait avec l'IFOP un sondage qui paraît cette semaine sur le regard des Français sur les collectivités locales, leur jugement à l'égard des pouvoirs accordés aux collectivités locales. Et à 50%, les Français sondés estiment que les collectivités territoriales n'ont pas assez de pouvoir, justement. Un Français sur deux, oui, qui estime aujourd'hui que les collectivités n'ont pas assez de pouvoir. 18% seulement estiment qu'ils en ont trop. Donc il y a une vraie confiance accordée aujourd'hui aux collectivités locales par les Français. C'est pas simplement un lieu commun de dire il faut donner plus de pouvoir au terrain, plus de proximité. C'est une forte aspiration des Français aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a sans doute aussi, alors lorsqu'on y verra plus clair, c'est vrai que c'est un sujet compliqué pour le grand public, mais la prochaine loi de décentralisation aura des conséquences dans la vie quotidienne des Français, et ça les gens le savent parce qu'ils sont en contact tous les jours avec leurs maires, leurs élus et les réalisations de ces élus au plan local. Ils ont aussi du mal un peu à se repérer entre le maire, l'intercommunalité, le conseil général, le conseil régional. Mais il y a une confiance, parce que c'est la proximité, c'est un élu proche qu'ils connaissent souvent, même s'ils n'identifient pas effectivement tout le temps qui fait quoi et qui a telle compétence, mais ils savent que ce sont des élus de terrain qui les comprennent, qui sont attachés à un territoire. Mais est-ce que les Français sont prêts pour autant à sacrifier un étage de ce millefeuille territorial? Est-ce qu'ils sont prêts à aller vers un peu plus de simplification en fait? Ce qu'ils souhaitent conserver, c'est ce qui ressort un peu du sondage aussi, IFOP pour acteurs publics, c'est que les Français souhaitent que l'État assume pleinement ses missions régaliennes. Nous avons demandé, l'IFOP a demandé pour nous, aux Français, quels sont les grands domaines dans lesquels ils font plutôt confiance aux collectivités locales et quel niveau de collectivité locale et à l'État. Il ressort que pour l'emploi, la sécurité et l'éducation, les Français font plutôt confiance à l'État qu'aux collectivités locales. Donc là, de vraies politiques nationales. Vraies politiques nationales, ce sont aussi, c'est peut-être pas un hasard, les 3 priorités du gouvernement actuellement. Donc il y a une forte attente, c'était des thèmes forts durant la campagne présidentielle et législative. Donc
est logique que les gens disent, bon, on se tourne vers l'État, il y a eu des promesses, on va voir ce que ça va donner. Mais... En revanche, il y a des domaines sur lesquels les Français ont au contraire beaucoup d'attentes vis-à-vis des collectivités locales. Exactement, et en particulier la région. Ouais. Les transports, l'environnement, le logement. Donc là, la région est très identifiée. Là, la région est très identifiée. La question, c'est pour chacun de ces grands domaines d'action, à qui faites-vous le plus confiance pour mener une politique publique efficace? Et là, les Français que l'IFOP a interrogés pour nous désignent en priorité la région pour les transports, le logement, la culture. Est-ce que c'était une surprise pour vous que la région arrive comme ça en tête des collectivités citées par les Français interrogés? Un peu, parce qu'on dit souvent que la commune, le maire est souvent l'échelon qui est le plus apprécié, le plus identifié. Ça ne veut pas dire qu'il y a un désamour des Français pour la commune et le maire, mais la région est perçue, en tout cas, et ça commence à s'ancrer dans l'esprit des gens, la région est perçue comme un échelon de décision important aujourd'hui, même si tout le monde a bien conscience que la région aujourd'hui n'a pas les pouvoirs qu'elle devrait peut-être avoir et qu'elle aura peut-être suite à la loi de décentralisation. Oui, vous pensez justement qu'effectivement, dans la future loi de décentralisation, la région pourrait devenir ce pivot de l'organisation territoriale, ou en tout cas jouer un des rôles les plus importants. C'est en tout cas ce qui est dit. Il y a une forme de consensus là-dessus. Alors c'est vrai que les départements sont un petit peu en embuscade, ils attendent de voir ce qui se passe. Les maires, par la voix de l'Association des maires de France, crient un peu attention à l'hégémonie des régions, mais globalement, il y a un accord pour dire l'échelon, notamment pour le développement économique, ça, c'est une force de le frappe stratège, c'est la région. Pour être développée. C'est la région. Et c'est perçu par les Français, comme on le voit dans ce sondage, alors qu'aujourd'hui, la région n'a pas les pouvoirs, ces pouvoirs-là. En matière de transport, oui, c'est identifié, mais il y a une aspiration sans doute à ce que la région exerce plus de pouvoir aujourd'hui. Alors Bruno Bottella, on va repartir dans les différentes tables rondes organisées aujourd'hui par le Sénat autour de ces collectivités territoriales, et on va notamment partir en Outre-mer. L'Outre-mer, c'est une certaine particularité d'organisation. On va tout de suite rejoindre cette table ronde pour suivre un petit peu les débats autour des collectivités d'Outre-mer. Des moyens humains et financiers, vous avez la parole. Très bien, monsieur l'animateur, je crois que vous avez parfaitement présenté cette deuxième séquence de notre débat de cet après-midi, qui porte donc sur la question cruciale des moyens tant humains que financiers dont disposent les collectivités territoriales ultramarines. Alors je vais essayer, puisque vous nous avez adressé, vous avez l'amabilité de nous adresser des synthèses, des assises locales. Nous avons également bien sûr les questionnaires qui nous ont été retournés. Avec tous ces éléments, je vais tenter de restituer en quelque sorte la compréhension que nous pouvons en avoir avec toute la difficulté que ça représente, puisqu'il ressort très clairement que comme pour le volet institutionnel et la question de la répartition des compétences, les situations des 11 collectivités ultramarines et de leurs échelons territoriaux sont bien sûr très diverses, du point de vue aussi des moyens leur permettant d'exercer leurs compétences. Cette diversité se caractérise bien sûr en particulier au niveau des moyens financiers. Mais en dépit d'une grande variété de situations, quelques constats que nous avons cherché à extraire semblent faire le consensus dans les observations résultant de l'enquête par voie de questionnaire et des synthèses locales que vous nous avez adressées. Deux constats sont relatifs aux ressources et le troisième constat concerne les dépenses. Alors le premier constat au niveau des ressources concerne le rendement médiocre de la fiscalité locale, soit du fait de son assiette territoriale, notamment par le mauvais recensement des bases cadastrales, soit du fait d'un rendement essentiellement indirect. Je pense à l'octroi de mer ou à la taxe spéciale sur les carburants qui vous expose en fait à l'aléa économique. Le deuxième constat qui semble partagé et au niveau des ressources concerne les transferts financiers dont les modalités de calcul ne tiennent que trop partiellement compte des contraintes spécifiques des collectivités ultramarines, occasionnant particulièrement des dépenses obligatoires supplémentaires si on regarde comparativement à leurs sœurs de l'Hexagone. Ce sont par exemple les compétences élargies, la jeunesse des populations, des expositions aux flux migratoires, des moindres évidemment de possibilités de mutualisation des moyens, etc. La liste est relativement longue des exemples que vous nous avez donnés par retour d'informations. Le troisième constat donc concerne lui des dépenses. Il souligne en particulier un poids
relatif particulièrement élevé des dépenses de personnel qui grèvent bien évidemment les capacités d'investissement, mais en soulignant que la fonction publique territoriale joue un rôle essentiel d'amortisseur social. Il ne faut pas l'oublier. En corollaire à ces constats, 3 catégories de propositions se dégagent des réponses aux questionnaires et des synthèses locales que vous nous avez faites. La première catégorie concerne les dotations. Les élus d'outre-mer attendent une meilleure prise en compte des contraintes propres aux collectivités ultramarines dans le calcul des dotations. Ça apparaît très clairement dans vos réponses. Et d'ailleurs, 36% des réponses pointent les modalités de calcul de la DGF à l'origine des difficultés financières que vous traversez. La seconde catégorie de propositions que vous nous avez faites concerne la capacité d'investir. Là, de nombreuses propositions nous sont faites. J'en ai retenu quelques-unes. La première piste de réflexion consiste à améliorer le niveau de ressources propres par la progression du rendement fiscal sous la double responsabilité des élus locaux. Il s'agit ici de mieux identifier l'assiette, mais aussi des services de l'État, c'est-à-dire optimiser le recouvrement de l'impôt. Des élus même suggèrent de mettre en place une fiscalité qui soit spécifique, liée à la valorisation de leur potentiel. Des élus demandent également de lever les entraves à la mobilisation des crédits européens, liés à la complexité des procédures et à la faible capacité d'adossement de ces financements. Dans la synthèse des assises locales, j'ai noté à la Martinique qu'il est proposé en particulier de créer une banque d'investissement des collectivités territoriales, prenant en compte le contexte spécifique des Outre-mer et qui restaurerait donc un dispositif de prêt bonifié. Il ressort également du questionnaire la volonté de réduire le poids des dépenses de personnel par la mise en place de démarches contractuelles de maîtrise des recrutements, notamment pour les personnels de catégorie C, et en contrepartie de dispositifs qui permettraient d'alléger les charges sociales. Enfin, parmi les propositions, et là on est sur une troisième catégorie de propositions, ce qui revient régulièrement, c'est, je crois, une détermination partagée de veiller à la pérennisation de l'octroi de mer dans le cadre des négociations du nouveau cadre financier européen pluriannuel pour la période 2014-2020, tout en préparant ce qui semble être un dispositif nécessaire, un dispositif qui puisse être une alternative. Avant de vous laisser la parole, je voudrais vous donner quelques mots concernant les moyens humains. Les élus s'accordent à déplorer la pénurie de personnel d'encadrement, le manque de qualifications qui ont pour conséquence un accompagnement technique et juridique défaillant pour certaines collectivités. Certaines collectivités sont également confrontées à la question de la disparité des statuts découlant de la présence d'une forte proportion de non-titulaires dont les droits sont minorés pour l'exercice de tâches similaires. Globalement, les élus se déclarent enfin plutôt réticents à l'idée d'une mutualisation de moyens humains entre plusieurs niveaux de collectivité. Comme pour les élus de l'Hexagone, la question de la formation des agents constitue une préoccupation prioritaire et une large majorité d'élus ultramarins demandent la mise en place d'un dispositif de formation prenant en compte les spécificités d'outre-mer. Voilà une restitution de ce que nous avons retenu. Évidemment, ce n'est qu'une petite illustration, mais nous avons essayé d'en faire la synthèse de toutes les remontées que vous avez bien voulu nous adresser. Je tiens à vous remercier de votre attention et vous invite bien sûr maintenant à donner votre point de vue pour que nous enrichissions notre démarche. Merci à vous. Merci, monsieur le sénateur. Beaucoup de problématiques, évidemment. Est-ce que quelqu'un désire prendre la parole? Monsieur, vous avez la parole. Oui, donc je me présente à nouveau. Tieng Long, président du Conseil général. Donc pour notre part, les propositions que je serais tenté de faire cet après-midi, c'est que le gouvernement, enfin l'État de façon générale, puisse prendre en compte une série de réalités que nous vivons. Nous sommes avec le département, la région Bas et Haut-Rhin, les seuls départements à prendre en charge, l'Alsace-Moselle, je passe au contrôle de mon directeur général, M. Néran, à prendre en charge le clergé. Donc en ce qui nous concerne, nous avons le Bas et le Haut-Rhin, les protestants et les catholiques, nous les catholiques. Ce sont 33 prêtres dans l'évêque de Guyane qui sont payés sur les deniers, sur la masse salariale du département, ce qui nous coûte 1 million d'euros par an. Donc ça, c'est un premier point. Une délibération a été prise. Le préfet de la Guyane m'a demandé de l'enlever pour l'illégalité de l'acte. Je lui ai fait comprendre que nous irons au clash
au tribunal administratif s'il le faut, mais que cela ne sera pas retiré. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est la question de la prise en charge des chefs coutumiers aussi, puisque ces chefs coutumiers sont payés sur la base d'un pourcentage du SMIC, et donc je n'ai pas le montant en tête, mais tout cela relève pour ma part de clarification à avoir. Donc, une proposition, c'est que le législateur puisse clarifier cette situation qui, pour ma part, paraît anormale. Et sous forme de boutade, je lui ai fait comprendre que je vais demander aux autres obédiences, aux autres confessions de bien vouloir demander au Conseil général de prendre en charge aussi leurs prêtres et leurs curés. Donc, comme ça, on verra ce que ça va donner. Pour ma part, c'est un premier point à clarifier. Deuxièmement, s'agissant de la question même qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes en train de travailler sur les ordonnances s'agissant de la collectivité unique, les moyens financiers et les moyens humains. S'agissant des moyens financiers, nous y voyons là le patrimoine départemental qui est utilisé par l'État, puisque depuis 1946, toute une série de transferts a été faite, et l'État a la jouissance d'un certain nombre de biens du département, jouissance qui nous met à mal, puisque ces biens ne sont pas entretenus, et lorsque l'État donc les a bien usés, on nous demande de les reprendre et de les remettre en état. Ça, c'est un premier point. S'agissant même de la question de la fiscalité même qui nous manque, puisque nous sommes en débat sur la Chambre d'agriculture, où nous voyons bien que la Chambre ne peut pas vivre de 500 000 € uniquement, parce que tout simplement, il y a un manque à gagner qui relève d'un comportement de l'État qui considère que son domaine privé, qui pour ma part ne peut pas être privé, mais qui est bien public, puisque le département a un domaine privé sur lequel il paie l'impôt, et pour ma part, ce domaine privé est un domaine public, puisque à ma connaissance, le département n'appartient pas au président du Conseil général. C'est bien un domaine public. Donc là aussi, il y a lieu de clarifier cette situation de non-paiement de l'État sur le domaine foncier privé, ce qu'il appelle le domaine foncier privé. Et lorsqu'on dit qu'il y a un manque à gagner pour la Chambre d'agriculture, c'est bien de là que vient ce manque à gagner, puisque la taxe sur le foncier non bâti n'est pas collectée à 100% comme cela devrait l'être. Pour ma part, en tout cas, c'est une question qui doit être traitée avec la plus grande transparence dans le cadre des débats qui nous animent ces jours-ci. Et nos parlementaires seront saisis de cette question dès lors que les ordonnances seront à prendre. Et pour ma part, ce sont les propositions que je fais, puisqu'il s'agit bien pour nous de faire des propositions cet après-midi. S'agissant de nos missions légales, comme l'a dit ma collègue Nassima Nedar, nous sommes confrontés, donc je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais par contre nous sommes confrontés à des situations insidieuses que j'appelle des situations, puisque le diable réside dans les détails, et lorsque les détails ne sont pas réglés, nous sommes confrontés à de gros problèmes. C'est la question même de la possibilité pour nous d'intervenir sur des matières qui nous concernent, et en cela, je prends le cas de l'enfance en danger qui nous mine, avec de mineurs étrangers isolés qui sont à prendre en charge, avec de mesures des ordonnances de placement de juges qu'il faut exécuter sans que nous ayons les moyens et sans que nous ayons même les moyens d'intervenir sur la matière réglementaire même de cette mise en perspective d'une réalité en concordance avec nos interventions ou les lois qui animent nos missions. Et en cela, il serait bien que l'État comprenne qu'il y a des choses qu'il faut régler en termes même de gouvernance même des missions que nous avons. Puisque nous avons la matière prise en charge de l'enfance en danger, c'est que nous ayons la possibilité d'adapter la réglementation en la matière, notamment par rapport à nos réalités avec deux frontières que nous avons et sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Donc, voici en gros ce que je propose, c'est que toutes ces questions soient traitées de façon transparente et que des lois viennent encadrer cela de façon réaliste pour permettre à notre future collectivité unique de pouvoir exercer ses missions de la plus grande efficacité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Grignon souhaite prendre la parole. Il y a beaucoup de particularisme. J'imagine que également à Saint-Pierre-et-Miquelon, il en va de même. Oui, merci. Voilà, on quitte quelques instants cette table ronde consacrée donc aux problématiques des élus d'outre-mer. Bruno Bottella, effectivement, des élus ultramarins qui sont plutôt demandeurs d'une administration centrale pour l'outre-mer avec des compétences à caractère interministériel. Oui, les problématiques sont très différentes de ce qu'on peut voir pour la métropole. D'ailleurs, la future loi de décentralisation concernera essentiellement les territoires métropolitains
bulletin, puisque dans la majeure partie des cas, les territoires d'outre-mer ont déjà des statuts spécifiques. Ce qui préoccupe, et on le voyait à l'instant dans la bouche de ce président de conseil général, c'est que les problèmes qui se posent aujourd'hui, souvent aux collectivités d'outre-mer, sont des problèmes sociaux très importants. Et là, il faut les... Voilà, on vient de l'entendre, il demanderait à avoir des compétences élargies sur des domaines sociaux et économiques. Exactement. Donc voilà. On est vraiment sur des problèmes spécifiques, notamment concernant certaines collectivités particulièrement touchées par les problèmes sociaux. Alors, on va maintenant retrouver notre journaliste Delphine Girard qui est en compagnie d'une élue. Delphine, vous nous entendez? Oui, Perrine, bien sûr. Je suis avec Virginie Lucot-Avril, qui est vice-présidente de l'Association des maires de Seine-Maritime et qui a fait une intervention particulièrement remarquée ici dans la salle des conférences. Je vous rappelle qu'on parle statut de l'élu. Bonjour, madame. Alors, vous avez expliqué que vous avez 38 ans, vous êtes mère de famille également. Alors, comment parvenez-vous à concilier toutes ces fonctions? Écoutez, tout d'abord, c'est de l'organisation, mais il est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est ce pourquoi j'ai choisi de venir ici, pour expliquer la difficulté du mandat électif, parce qu'on s'investit pour notre population. Mais la difficulté, c'est qu'il suffit, en fait, moi j'étais suppléante d'un conseiller général qui a dû malheureusement arrêter et je suis devenue conseillère générale. Et il faut prendre une indisponibilité. Je suis cadre commercial de formation, donc forcément, le statut est bien compliqué parce qu'est-ce qu'on est cadre ou est-ce qu'on est élu? Et aujourd'hui, on a assez peu de réponses sur comment couvrir notre retraite, comment être assuré social. Et c'est pour ça que je voulais vraiment expliquer ici ma situation et la situation d'autres. Vous avez même expliqué que vous ne saviez pas finalement, en ce qui concerne les caisses de retraite, si vous cotisiez à la caisse de retraite des élus ou à votre caisse en tant que cadre commercial. Ça, c'est fréquent chez les élus, ce genre de situation? Alors écoutez, oui, c'est fréquent. J'ai un de mes collègues qui va prendre sa retraite et aujourd'hui, il essaie de faire valoir ses cotisations. Et ça peut paraître ridicule, mais quand on s'adresse aux caisses de retraite et qu'on a un mandat électif, on a du mal à frapper à la bonne porte. Une anecdote par exemple, vous parliez retraite, je vous parlais sécurité sociale. Cet été, j'ai eu besoin de ma carte de sécurité sociale pour une hospitalisation d'un de mes enfants. Et on m'a répondu, vous n'êtes pas assuré social, pourtant je cotise. Mais il faut que ce soit enregistré dans le bon bureau, à la bonne caisse. Enfin, c'est assez compliqué alors que on travaille du matin au soir dans le cadre de nos mandats. Et aujourd'hui, il faut pas avoir honte d'être élu. Parce que des fois, quand on dit je suis en indisponibilité pour mandat électif, on me dit mais est-ce que ça vous prend toute votre journée? Moi, je réponds que oui, ça nous prend toute notre journée. Oui. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ces États généraux de la démocratie territoriale, notamment sur cette question du statut de l'élu? Je pense que ce soit un débat clair et qu'aujourd'hui les sénateurs puissent entendre que c'est un réel débat. Parce que quand je vois aujourd'hui, il y a un petit camembert qui a été remis à l'arrivée, qui a moins de 4% des représentants qui sont issus du monde du commerce, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus, on l'a entendu, qui sont fonctionnaires, c'est ça. Alors oui, mais en même temps, c'est plus facile à comprendre parce qu'un fonctionnaire aujourd'hui qui va quitter son activité, un instituteur, un professeur, pour être élu, il va retrouver sa place sans aucune difficulté. Moi, il faut mettre à la place de mon employeur. Aujourd'hui, quand vous êtes cadre commercial, il ne peut pas rester 3, 5, 6 ans sans vous. Et après, vous redonnez votre place, il a mis quelqu'un, donc vous allez vous retrouver muté très loin. Et en plus, il faut qu'il l'ait bien pris déjà. Donc, c'est pas facile. Merci beaucoup Virginie Lucot-Avril d'avoir répondu en direct à nos questions. Voilà Perrine, le type de témoignage, le genre de préoccupation des élus locaux aujourd'hui qu'on peut entendre dans la salle des conférences. Oui, effectivement, on a déjà beaucoup parlé cet après-midi de ce statut de l'élu local. Je vous propose maintenant d'aller dans l'hémicycle du Sénat où François Patria, le président de la région Bourgogne, est en train de s'exprimer sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Merci beaucoup. Alors, Gérard Onesta et ensuite Valérie Létard. J'ai vu. Oui, il est assez symptomatique que le journaliste qui anime nos débats nous ait demandé de nous présenter en disant de quel département on venait, comme si notre essence était intimement liée à notre attache départementale. Je suis vice-président de la région Midi-Pyrénées. Je me présente ici en tant que, je ne sais pas, élu d'Occitanie, pour faire un petit peu iconoclaste. En tout cas. Absolument. Voilà. Je suis régionaliste, mais rassurez-vous, je me soigne, d'autant plus que j'écoute les départementalistes et je me rappelle ce qu'a dit André Valigny, qui représentait l'Isère, lors de sa présence dans la commission de M. Balladur. Il avait dit « Moi, quand j'ai un problème de neige dans mon département, si je dois attendre que Lyon m'envoie le chasse-neige, il vaut mieux que j'attende le Redoux, ça va beaucoup plus vite. Donc il faut absolument une instance qui est plus proche des citoyens que la région qui est fort lointaine. » Et je pense effectivement qu'il avait raison. Si personne ne peut discuter l'importance de la commune, qui est un lieu
de proximité citoyenne, même si beaucoup de communes n'ont dans notre pays plus la masse ni démographique ni budgétaire pour vraiment réellement exister, si personne ne peut s'opposer sérieusement à l'émergence du fait régional un petit peu partout en Europe, il est à souhaiter que nos régions soient vraiment des chefs de file avec des schémas prescriptifs et non pas décoratifs. Il faut quand même inventer quelque chose entre la commune et la région. Inventer, plutôt réinventer, parce qu'il y a de nombreuses choses. Cantons, départements, les communautés d'agglo, les communautés de communes, les communautés urbaines, bientôt la métropole. Si on y rajoute les syndicats à vocation unique, les syndicats à vocation multiple, les arrondissements, les pays et autres parcs, vous imaginez tout ce qu'on peut imaginer entre la commune et la région, c'est certainement beaucoup trop. Or, il faut quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tout ce machin qui est entre la commune et la région pourrait être ramassé en une seule instance, qui pourrait être très large, entre 5 et 10 territoires par département. Donc c'est beaucoup plus grand que les petites intercos que l'on peut avoir. Dans ma région, on appelle ça les pays, les pays. Donc je vois à peu près la taille que ça a chez moi, mais j'imagine que chacun peut imaginer quelque chose qui serait mixte entre urbain et rural, des vrais bassins de vie, pour ne pas opposer les populations urbaines et celles qui ne l'auraient pas. Quelque chose qui récupérerait tous les moyens de l'investissement, de l'équipement de proximité, qui gérerait également le social, parce que le social a besoin de proximité, et qui, et je fais une proposition iconoclaste, co-gérerait la région. On peut imaginer qu'il y ait deux façons de nourrir la pensée régionale, la volonté politique régionale. Une assemblée qui représente les citoyens et une autre qui représente les territoires. 2 assemblées au lieu d'une seule. Mais dans ma région, il y en a déjà 9. J'ai 8 départements avec autant d'assemblées et une assemblée régionale. On passerait de 9 à 2. Et là, plus de problème de compétences, puisqu'elles exerceraient les mêmes compétences conjointes. Imaginez les budgets réunis, la masse que l'on aurait, la force de frappe que l'on aurait, un exécutif commun. Alors, je sais très bien que ce que je dis est iconoclaste, mais j'aimerais simplement qu'on évalue cette possibilité-là, car en bon régionaliste, je pense que les départements ont une vocation à exister, mais exister certainement différemment, dans le plein respect de leurs compétences. Peut-être qu'au XXIe siècle, les choses peuvent bouger. Je vous remercie. Monsieur. Alors, Valérie Létard. Ensuite, Monsieur Pelleret et Monsieur Sido. Voilà, Bruno Bottella, on vient d'écouter cet élu qui a plein d'idées pour réduire un peu le millefeuille territorial français et notamment la suppression du département. C'est un peu ce qu'on comprend, c'est pas dit clairement, mais enfin on comprend bien que... Il dit quand même qu'il est très régionaliste. Hein. J'ai dit clairement qu'il est régionaliste et il a visiblement le département dans le collimateur. Mais c'est vrai qu'une région, ce qu'il disait, était assez intéressant. Une région comme celle Midi-Pyrénées, une région, 8 départements, ça fait 8 assemblées départementales, plus... Une au niveau régional, beaucoup. Ça fait 9 assemblées, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup, c'est un niveau qui avait été jugé, on se souvient au moment du rapport Attali, hein, qui avait mis les pieds dans le plat. Alors c'est une proposition récurrente qui est au plus mais on se souvient que le rapport Attali avait proposé clairement la suppression du département, hein, c'était en 2007 ou 2008. Et c'était un peu le sens aussi de la création du conseiller territorial, c'est-à-dire essayer de réduire le nombre de conseillers. Sauf que la réforme précédente des collectivités locales n'allait pas jusque-là, c'est-à-dire que c'était une réforme en demi-mesure, on n'est pas un peu deux, c'est-à-dire qu'on réunissait les élus, mais on gardait quand même les deux structures qui continuent à fonctionner comme avant. Donc bon, on ne saura jamais d'ailleurs ce que ça deviendra, puisque le conseiller territorial ne verra sans doute jamais le jour. Mais il y a toujours cette idée que le département est l'échelon de trop. Et les départements, eux, se défendent contre ça. Ils reprochent aujourd'hui aux régions un peu de pousser les feux, quoi, et de vouloir profiter de la situation, du nouvel acte de décentralisation qui va être décidé par le gouvernement, qui sera débattu sans doute en début d'année au Sénat puis à l'Assemblée. Mais moi, j'ai réentendu ce que disait Marie-Lise Lebranchu ce midi, lors de l'Assemblée des communautés de France. Elle a clairement dit qu'il n'était pas question aujourd'hui de supprimer un échelon. Donc c'est pas du tout dans les cartons du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Est-ce que vous avez quelques petites infos à nous dire sur cette future loi de décentralisation? Ce qu'il y a dans les cartons déjà, c'est... deux choses, déjà, restaurer la confiance entre les collectivités et l'État, confiance qui était un peu terminée. Ça passe par ce genre d'exercice comme les États généraux de la démocratie territoriale. Bon. Ouais. Accessoirement, la proximité politique entre une majorité de régions, de départements et le pouvoir politique, le pouvoir central, le gouvernement, la couleur politique, ça facilite quand même les échanges. L'autre point qu'il y a dans les cartons, c'est de mieux faire travailler ensemble les collectivités à l'échelle d'un territoire.
Quel territoire? La région ou le département? La région, oui. C'est l'échelon qui sera privilégié. C'est un échelon, on en parlait il y a un instant, qui est aujourd'hui perçu comme un échelon de référence en matière stratégique pour les grandes décisions en matière notamment économique. L'idée, c'est de mieux faire travailler les différents échelons. Et c'est pour ça qu'on a vu surgir ces dernières heures, notamment par la voix du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, de faire un peu une décentralisation à la carte, c'est-à-dire de laisser à l'échelle d'une région, d'un territoire assez vaste, la région, les différents niveaux discuter ensemble et voir en telle compétence, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est l'interco, est-ce que c'est la commune, est-ce que c'est la région qui est la mieux à même. Véritablement à la carte, dans chaque région. Dans l'idéal, on verra exactement ce qu'il en sera, mais c'est vrai qu'une décentralisation à la carte, les régions ne sont pas toutes les mêmes, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques, les départements, les territoires ne sont pas les mêmes. Donc une grande loi qui viendrait d'en haut et qui s'appliquerait de manière uniforme à tous les territoires métropolitains. Ça c'est fini. Vous dites que ça c'est fini en France? On va vers cela, Après, il faudra voir, il y a quand même une forte résistance en France de l'État jacobin, mais... cette expérimentation à la carte serait quand même une première dans notre pays à héritage jacobin très fort. Donc on va peut-être vers cela, donc on verra bien, mais on voit bien, on en parlait il y a un instant aussi, l'outre-mer a aussi, c'est une sorte de décentralisation à la carte, adaptée aux réalités de l'outre-mer aujourd'hui. Pourquoi pas revoir aussi ces choses-là au niveau métropolitain. Est-ce qu'on pourrait envisager des périmètres d'action différents selon les régions, selon les territoires, si on pousse plus loin cette expérimentation? Alors, après, il faut voir quel est le niveau d'autonomie qu'on accorde. Au-delà de la répartition des compétences, c'est le niveau d'autonomie que l'État voudra bien accorder. Et avec quels moyens? On n'a pas encore parlé des ressources et des moyens. Et avec quels moyens? C'est cela aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions sentent que leur heure est venue. Voilà. Donc l'association des régions de France notamment est très régionaliste dans l'esprit, avec son président Alain Rousset. D'autres présidents de régions sont peut-être plus réticents, disent attention, nous on est preneurs de nouvelles compétences, on dit oui, on est prêt à les assumer, mais attention, on ne veut pas que l'État se débarrasse de missions sur nous sans nous en donner les moyens. Alors justement, on parle des moyens financiers des collectivités territoriales. Je vous propose de repartir dans la table ronde qui évoque ces questions financières, une table ronde présidée par Philippe Marini. On écoute les débats. S'il vous plaît, d'un mot naturellement, puisque là on a 3 ou 4 minutes et qu'il reste 3 ou 4 personnes. Je voudrais dire un mot des ressources d'emprunt dont on n'a pas parlé. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. Excusez-moi, Robert Lyon, vous m'avez vu tout à l'heure descendre de la tribune. C'est pas très glorieux. Je m'étais trompé dans l'invitation. Que tout le monde m'excuse. Je dis un mot des ressources. Je suis conseiller régional en Île-de-France et je suis pas maire. Sur les ressources d'emprunt, vous avez des soucis. Nous avons des soucis aujourd'hui. Les prêteurs se sont en partie effacés, je pense à Dexia, et au fait que les banques sont plus frigides et rigides que jamais. Il y a 2 points positifs sur lesquels je veux appeler votre attention. Un, la Caisse des dépôts, que je connais un peu pour l'avoir dirigée pendant plus de 10 ans. La Caisse des dépôts, il y a un problème que je vous signale. C'est qu'elle est aujourd'hui attirée vers la banque publique d'investissement. Je ne dis pas du mal de ce que pourrait être peut-être cette banque publique d'investissement. Elle restera marginale pour les entreprises, alors que le financement de la Caisse des dépôts ne sera pas marginal pour nos collectivités locales. Soyez vigilants sur le fait que les livrets défiscalisés, ce qu'on appelle à la Caisse des dépôts aujourd'hui le fonds d'épargne, aillent bien vers 2 objectifs seulement, le logement social et le financement au sens large des collectivités territoriales. Quand je dis au sens large, je pense des infrastructures au numérique, aux universités, etc. Attention à cela, vous êtes vigilants et vous surveillez par tel ou tel d'entre vous cette maison. Et la deuxième chose, c'est le groupement d'emprunt. Votre collègue sénateur maire de Lyon et Jacques Pélissard, président de l'AMF, et Michel Destot, président des Grandes Villes de France, soutiennent depuis des années un excellent dossier
qui ressusciterait en quelque sorte ce qu'était la CAEC. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de la disparition de la CAEC, ça a des rapports avec Dexia. C'était très utile, ça marcherait bien. Ce dossier, soutenu par de nombreux membres du gouvernement aujourd'hui, est bloqué par Bercy pour changer. Je vous invite, je vous suggère de faire en sorte que ce dossier débouche rapidement. Les collectivités locales françaises groupées peuvent avoir le meilleur rating, vous voyez ce que ça veut dire, sur les places internationales et ramasser des milliards, sinon des dizaines de milliards chaque année. Ne laissez pas ce dossier sans se velir. Merci. Les dernières prises de parole, levez voilà, la main, les trois dernières, si d'un mot, puis on marquera une courte pause afin de reprendre la deuxième partie du débat. Jacques Ozou, je suis maire en Dordogne d'une ville de 7000 habitants qui a la particularité de compter 7000 emplois. C'est pas venu tout seul. C'est pas venu tout seul. Et je veux attirer l'attention. Je suis favorable au caractère territorial de l'impôt, même s'il faut une péréquation après. Mais j'attire l'attention sur un aspect. La péréquation, la prendre simplement sur la richesse sans tenir compte des charges, qui souvent sont assumées par ces villes où il y a de l'activité sur le plan culturel et sportif, ça met en péril ces politiques culturelles et sportives. Mais je veux, et c'est le complément que je veux apporter, ce résultat de presque 7000 emplois, c'est en 20 ans, c'est un peu plus de 20 usines relais. Ben, vous avez devant vous un maire qui ne fera plus jamais une usine relais. Pourquoi? Parce qu'avec une usine relais, tout à l'heure le président Marigny le disait, un élu, il fait un calcul risque, avantage et risque. Quand on fait des usines relais, quand on a fait des usines relais dans les petites communes rurales pour se développer, on savait qu'on pouvait gagner et perdre. Aujourd'hui, une commune fait une usine relais, accueille une petite entreprise et l'accompagne. Si ça marche, elle est péréquée. Par contre, si ça échoue, c'est la commune toute seule qui porte le risque d'avoir accueilli une entreprise. Ben, je vous dis, après 20 ans et plus de 20 usines, aujourd'hui, si la règle n'est pas changée, ben, je ne serai plus un constructeur d'usines relais. Merci beaucoup. Deux dernières prises de parole, et puis on marque ou trois. Messieurs, je vous demande de vous présenter naturellement et de faire bref. Si vous voulez passer le micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Jean-Louis Gergaud, maire de Montagny dans le Rhône, commune de 2500 habitants. La documentation que j'ai sous les yeux émane de l'AMF et en octobre 2011, il précisait la situation des collectivités est très grave. Sous le secrétaire général de l'association, à ma gauche présent, s'alarmait d'une dégradation accrue des finances locales. À la question, comment la situation financière des collectivités évolue-t-elle? La réponse, les finances des collectivités locales sont dans un paysage instable et aléatoire. Le gel des dotations se traduit par une baisse des milliers de communes et d'intercommunalités. De plus, la TP augmentait d'environ 3% les années précédentes. Donc le gel se traduit en fait par un manque à gagner de 5%. Les subventions d'équipement des régions aux communes et intercommunalités ont baissé de 11%, celles des départements de 14%. En conclusion, la situation des collectivités est d'une gravité que nous n'avions pas connue depuis plusieurs décennies. Si on ne prend pas la mesure de cette gravité, qui va bien au-delà de la crise économique et financière, alors nous ne remplirons pas nos rôles de défenseurs de nos concitoyens et de nos territoires. La question est telle que la stratégie à l'heure précédente était-elle bonne du gouvernement ou mauvaise? À vous de nous le dire, mais si nous devons changer, changeons-la, enlevons les gels. Mais demain, les territoires, on va devoir créer plus de logements sociaux. Qui dit des logements sociaux dit plus d'équipements, plus de crèches, etc. Les petites communes, comment allons-nous financer tout ceci si vous ne nous aidez pas pour le faire? Merci beaucoup. Voilà, monsieur, et ce sera la dernière prise de parole
avant que nous marquions une courte pause. Voilà, donc Bruno Bottella, sur la question des ressources des collectivités territoriales, question très importante. J'imagine que la réforme territoriale, le futur acte de décentralisation, sera forcément accompagné d'un volet fiscal. Oui, pour l'instant, on en parle peu. On parle beaucoup des compétences, on parle beaucoup des niveaux de collectivité. Mais les élus locaux, les associations d'élus, qui voient régulièrement la ministre et les gens qui suivent ce dossier-là au gouvernement, attendent évidemment très vite, dans la foulée, d'être rassurés sur leurs futures ressources. Aujourd'hui, les collectivités ont une difficulté et une incertitude. La difficulté, c'est à se financer aujourd'hui sur les marchés. On sait que depuis les difficultés de Dexia, puis la crise financière, il est très difficile pour les collectivités de trouver le financement. D'où la demande notamment portée par l'AMF de cette banque des collectivités locales, qui est un petit peu projet un petit peu en souffrance. Ça, créer une banque pour les collectivités? Une banque qui prenne un peu le relais de ce qui était Dexia avant la faillite qu'on connaît. Du rôle que devrait tenir la Caisse des dépôts? La Caisse des dépôts, il faut en tout cas qu'il y ait un acteur public pour aider les banques, aider les collectivités locales à trouver des financements. Ça pourrait pas être aussi le rôle de la future banque publique d'investissement? La banque publique d'investissement n'aura pas vocation à aider les collectivités locales, elle a plutôt vocation à investir, à aider les entreprises au niveau local. C'est le développement économique des territoires, c'est pas tellement les investissements portés directement par les collectivités. Or, il y a beaucoup d'investissements. Les collectivités locales sont le premier investisseur en France, plus que l'État, et elles ont besoin de se financer. Donc la difficulté, c'est trouver une banque pour les financer. Et l'incertitude, c'est l'avenir des dotations de l'État. On sait que dans le budget 2013, ça a été confirmé, les dotations de l'État seront gelées en volume, c'est-à-dire que les collectivités retrouveront la même chose qu'elles ont jusqu'à présent, mais pas plus. En revanche, en 2014-2015, ça a déjà été annoncé, ces dotations vont commencer à baisser. Donc les collectivités vont devoir faire des économies, revoir leur programme, faire des économies de gestion, faire un peu ce que fait déjà l'État de son côté, se réformer. Mais il y a de fortes incertitudes, d'où la demande d'avoir des ressources spécifiques. Et c'est une demande forte, l'autonomie fiscale aujourd'hui, qui n'existe quasiment pas aujourd'hui pour les collectivités. D'où alors cette autonomie fiscale spécifique? Certains demandent, notamment les départements, demandent qu'une partie de la CSG, par exemple. On sait que la CSG... Donc une autre répartition des produits fiscaux nationaux. Exactement, et qu'il y a un lien entre la fiscalité et le territoire, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que... et la réforme de la taxe professionnelle... Oui, il faut pallier aussi à la suppression de la taxe professionnelle. Voilà, qui avait beaucoup de défauts, mais elle crée un lien entre le territoire et le développement économique. Aujourd'hui, c'est très compliqué, et il faut pouvoir aussi conserver une certaine motivation, voilà. On va y arriver. Entre les territoires pour qu'elles puissent comme ça être dans la compétition aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas parce qu'elles ne peuvent pas jouer sur leurs ressources fiscales. Et c'est une demande très forte des collectivités aujourd'hui. D'accord, pour leur redonner un petit peu d'oxygène. Allez, on va repartir dans nos ateliers organisés ici cet après-midi au Sénat. Retour dans cette grande salle des conférences du Palais du Luxembourg avec cet atelier toujours consacré au statut de l'élu local, au renforcement de la démocratie territoriale. Et c'est Jean-Jacques Hyest, le rapporteur de l'atelier, qui s'exprime. Est-ce que, en cas d'unanimité des élus, est-ce qu'on peut accepter qu'on continue à ce que le pacte commun, qui n'est pas forcément celui démographique, permette de s'appliquer? Merci Jean-Jacques Hyest. On va commencer par le commencement. Et puis après, on parlera, si vous voulez bien, du scrutin des conseils généraux. Et peut-être. Bien entendu. Pardon d'être intervenu, mais je crois que comme ça permet de serrer les questions. Sur le scrutin municipal, sur cette affaire de seuil, Madame, vous avez la parole. Merci, je suis donc sénatrice de l'Allier, mais je relais la réunion et les décisions qui ont été portées par les élus que nous avons rassemblés à l'occasion des États généraux de l'Allier. Donc, si vous voulez, il faudrait abaisser le scrutin de liste à condition qu'il y ait une meilleure progressivité entre le nombre d'élus et la strate de la commune. Je vous donne un exemple très simple, 499 habitants, 11 élus, 501,
15 élus. Donc il y a des paliers beaucoup trop importants. Si on veut accepter l'idée d'abaisser le seuil pour les scrutins de liste, il faudra absolument revoir la progressivité, qu'elle soit mieux adaptée à la strate, à la population de la commune. Les scrutins de liste sont relativement à cette condition bien acceptés pour être abaissés à 500 et permettraient donc d'élaborer des listes, de construire des listes avec des projets communaux, le panachage étant considéré comme très archaïque et inacceptable au XXIe siècle. Et la deuxième chose que je veux dire que m'ont relayé les élus, c'est qu'ils étaient favorables non pas à le fléchage pour les EPCI, mais l'émanation des conseils municipaux dans les EPCI. Voilà. Merci, des propositions très précises. Merci, madame. Monsieur. Oui, je me présente, Jacques Launay, maire d'une commune de 5400 habitants et président de l'association des maires du Morbihan. J'ai interrogé dans toutes mes réunions sur ce sujet les maires. La réponse en grande majorité a été claire. Ils acceptent de baisser jusqu'à 2000 ou 1500, mais pas au-delà. Donc c'est moi le sondage que j'ai fait, qui est très majoritaire en tous les cas pour un département où c'est vrai qu'on a des communes, la plus petite fait 80 habitants, mais c'est donc un peu le sentiment, mais autrement c'est des communes plus importantes. Donc voilà un petit peu ce qu'il en ressort de ce sondage. Merci, monsieur. Juste derrière vous, passez le micro, après on ira au fond de la salle. Oui, donc Pierre-Étienne Goffinet, maire d'une commune à Vore dans le Cher de 3000 habitants, et également responsable au niveau de l'association des maires du Cher des EPCI. Pour ce qui concerne, puisqu'on est en démocratie, le choix du niveau de vote de liste ou pas, je crois qu'il serait bien plus simple de faire un référendum au niveau des maires, ou des mairies ou des conseils communaux. Parce qu'on s'en sortira pas. J'ai tout écouté, j'entendais votre réflexion, monsieur, c'est vrai que tout le monde pense différemment. Donc le mieux, c'est un référendum, ça serait la vraie démocratie sur ce sujet-là. Et qui peut se faire sur le plan informatique, c'est assez simple. La deuxième chose, c'est au niveau des EPCI. On a consulté donc l'ensemble des présidents des EPCI du Cher, et à l'unanimité, toutes tendances politiques confondues, nous souhaitons que l'amendement Pélissard, que nous avions obtenu, qui s'arrête normalement en mars 2014, soit maintenu une fois pour toutes, et que nous puissions donc garder la capacité de choisir le nombre de délégués, la représentativité au sein de nos communautés de communes, par des délégués élus par les conseils municipaux. Également, si en cas de désaccord, qu'une loi s'applique, la loi, et que également on puisse fixer le nombre que la loi également fixe peut-être le nombre de vice-présidents, mais qu'elle le lie très bien avec les compétences et la population et le nombre de communes. Parce qu'entre 5 communes qui se sont mises ensemble et qui font 20 000 habitants, par exemple, et puis la mienne qui fait 10 800 avec 17 communes, ce n'est pas tout à fait le même travail. Donc je crois qu'il faudrait tenir compte du nombre de compétences, ça me semble indispensable. Donc, je répète, notre choix est à l'unanimité. La loi ne s'applique que si on n'est pas d'accord entre nous sur le nombre de délégués, et surtout pas de fléchage, pas de politisation, une fois de plus sur des listes. Le délégué communautaire sera le volontaire et choisi par son conseil municipal. Voilà. Merci de votre intervention très précise, monsieur. Allez-y, monsieur. Voilà, Bruno Bottella. Justement, sur cette question de l'élection des délégués intercommunaux, c'est vrai, il faudrait quand même une élection au suffrage direct. Alors, oui, ça paraît évident, hein, c'est de la démocratie de base. On sait le poids aujourd'hui que représente l'interco, l'intercommunalité. Pourquoi ne pas les élire directement? Ce serait la logique. Maintenant, il y a une très forte réticence des maires qui disent « Oh là là, si on élit les représentants dans les... Nous, on n'existe plus. Les maires, voilà. C'est la fin des communes. Donc là-dessus, c'est un casus belli vis-à-vis des communes. L'autre point, c'est qu'il faudra peut-être y venir, mais différencier les grosses intercommunalités
intercommunalités et les petites intercommunalités. C'est un peu le sens aussi de ce qu'avance, je crois, Jean-Pierre Bel dans Le Monde aujourd'hui. Dans son interview, il essaie de différencier et on se dirige sans doute aussi vers cela, différencier les grosses intercos des petites. Alors à ce moment-là, si vous différenciez les grosses agglomérations, on peut se poser la question de la place du département à côté de grosses agglos comme Lyon ou comme Bordeaux. Et on en revient au débat sur les niveaux, sur les différents échelons. Ouais. Certains disent aujourd'hui le département, eh bien, il n'a plus raison d'être puisqu'on va avoir de très grosses intercommunalités, des grosses métropoles. La question est légitime. Et le département va être écrasé entre la région avec de nouvelles compétences et les grosses métropoles ou de grosses agglomérations. Le débat va se poursuivre. Le débat se poursuit et le débat se poursuit notamment demain matin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Vous pourrez suivre tous ces débats demain à partir de 8h30 sur notre antenne avec notamment à 8h50 le discours du président de la République, François Hollande, qui va peut-être déjà avancer quelques pistes de réflexion en vue du projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres sans doute en novembre et puis après discuter au Parlement d'abord au Sénat fin janvier, début février. Merci beaucoup Bruno Bottella de nous avoir accompagnés cet après-midi, d'avoir participé avec nous à ces états généraux de la démocratie territoriale. Très bon après-midi à tous sur Public Sénat et donc n'oubliez pas, demain à partir de 8h30, le grand débat sur la démocratie territoriale à la Sorbonne.